Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur le plateau d'Accès Direct. Vous êtes bien sur 8 Mont-Blanc, il est 18 h, c'est parti pour 45 minutes d'actu et de découverte en Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 5 décembre et au programme ce soir, nous ferons le point sur les grands dossiers de Haute-Savoie. Je reçois dans un instant le préfet Pierre Lambert, gilets jaunes, plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve, grand chantier sécheresse, les dossiers sont nombreux. Une jolie initiative ensuite avec les petits radis. Les cofondateurs ont décidé de rapprocher les enfants de la nature. Recevez chaque mois de quoi jardiner en famille. Et enfin, Camille viendra nous présenter son agenda de la semaine un peu en avance exceptionnellement. Mais avant, comme chaque semaine, on attaque avec les titres du JT. Salut Clémence. Salut Fanette. Et on va parler des frontaliers qui sont toujours plus nombreux. Et oui, ce matin avait lieu la 2e édition de l'Observatoire des frontaliers. Ils sont 93 000 en Haute-Savoie. Alors, quelles sont les habitudes et les attentes des travailleurs français qui traversent la frontière chaque jour pour se rendre en Suisse? Élément de réponse dans ce journal avec Juliette Vincent-Seigné. Et puis une filière lycéenne qui veut coller au monde de l'entreprise. Le lycée professionnel Germain Sommeiller à Annecy accueille la toute première formation de France d'articles de sport et de vêtements outdoor. Une formation en adéquation avec les entreprises de Savoie. Sébastien Germain a pu rencontrer les élèves de cette classe un peu particulière. Merci Clémence, à tout à l'heure. Comme promis, on débute cette émission avec notre invité actu. Je reçois Pierre Lambert, le préfet de Haute-Savoie. Bonsoir. Bonjour. Alors, comme partout en France, la mobilisation des Gilets jaunes se poursuit dans le département. Dans le département, elle est plutôt calme. Il y a eu quelques zones de tension samedi dernier au niveau du tunnel du Mont-Blanc. Elle vous inquiète, cette mobilisation sur le département ? Pas nécessairement, mais c'est vrai qu'il y a encore des points de contact, de visibilité, de manifestants. Annecy-Nord, Pringy, sur la vallée de l'Arve, Sonzier, Passy, et puis effectivement autour de Thonon. Non, ça se passe dans le calme. Il y a quelques groupes de manifestants qui font soit des barrages filtrants, soit de la présence simplement pour tracter des éléments d'information à l'attention des automobilistes. Mais enfin bon, pour l'instant, oui, les points les plus durs ont été quand même au Mont-Blanc, où là il a fallu user un peu de la force pour demander aux manifestants de ne vouloir laisser tout simplement les camions circuler et le trafic reprendre. Comment vous voyez la situation évoluer? Vous les avez rencontrés? J'ai rencontré cet après-midi une délégation de personnes de Passy qui avaient effectivement été présentes au cours des 2 dernières semaines sur le Mont-Blanc, soit le viaduc, soit au sommet, rond-point de la Vigie. J'ai eu une discussion franche avec eux, à la fois sur les annonces du gouvernement d'hier, sur leur attente par rapport à cela, leur demande de revendication sociale, qui va plus loin, c'est vrai, que ce qui a été annoncé hier. J'ai dit que le dialogue devait se poursuivre et que nous allons devoir d'ailleurs engager une discussion dans la durée. Le Premier ministre a annoncé une discussion qui devrait démarrer le 15 décembre jusqu'au 1er mars. Donc ça va être mené dans chaque département? Ce sera sans doute dans chaque département, voire au niveau régional, en tout cas sur le terrain, dans les préfectures, dans les sous-préfectures, avec différents intervenants, à la fois des personnes directes, mais aussi des groupes professionnels, des chambres consulaires, des groupes patronaux, des élus. Et je pense que le mode d'emploi de ce débat va être précisé dans les prochains jours. J'ai simplement dit à mes interlocuteurs que j'entendais bien leurs revendications sociales, j'entendais bien leur mal-être social, et que je me situais bien sûr dans la ligne du gouvernement qui est celle d'une écoute, d'une ouverture, et puis d'un certain nombre de lignes d'action, notamment le gel de certain nombre de taxes, qui permet de calmer les esprits, nous le souhaitons en tout cas, et de reprendre le dialogue. En Savoie, notamment du côté de Chambéry, on commence à constater une pénurie d'essence dans certaines stations. En Haute-Savoie, là-dessus? Non, pas de pénurie d'essence. Certains supermarchés se plaignent d'un manque d'approvisionnement, mais pas au niveau de l'essence. Il y a eu autour du dépôt de Vauvray un certain nombre de points de filtrage, mais pas de blocage, de filtrage. Mais ce dépôt n'alimente pas le département. Alors, ils ne veulent pas vraiment être apparentés aux Gilets jaunes. Ils ont mis d'ailleurs le casque blanc pour se distinguer. Les entrepreneurs du secteur du BTP étaient mobilisés ce matin devant chez vous, devant la préfecture. Oui. Et ils dénoncent la fin du tarif réduit sur le gazole non routier dans les mois à venir. Alors là aussi, c'est une mesure suspendue par le Premier ministre hier. Vous les avez rencontrés ce matin suite à cette mobilisation. Qu'est-ce que vous leur avez dit ? J'ai reçu le président du BTP, président du bâtiment,
et le président de la section travaux publics de ce syndicat. Là, comme les images le montrent, nous avons affaire en effet non pas à des gilets jaunes mais à des casques blancs, c'est-à-dire à des personnes qui ont l'habitude du dialogue social, des groupes d'entreprises, de chefs d'entreprise, une branche professionnelle très organisée dans le département qui représente 10 à 15% des actifs quand même, hein, c'est important, qui a l'habitude du dialogue avec les pouvoirs publics. Moi je les reçois régulièrement dans mes réunions sur la conjoncture. Je leur ai annoncé ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que le gouvernement a effectivement différé de 6 mois l'application de cette taxation du gasoil non routier, qui pour eux, si ça avait été appliqué au 1er janvier, aurait entraîné une baisse des marges et une pression fiscale très lourde pour la rétribution de l'entreprise. De même, j'ai annoncé le report également de certaines mesures liées au contrôle technique qui concernent également cette profession. Bon, ils sont satisfaits de ce moratoire. Ils souhaitent simplement qu'à l'issue, s'il devait y avoir une taxation, elle soit progressive et n'arrive pas comme un couperet qui pourrait mettre à mal à nouveau leurs entreprises. Et des gens très responsables, respectueux, et tout ceci s'est passé, bien entendu, avec, je dirais, un calme que je me plais à féliciter et à saluer. Les gilets jaunes cet après-midi n'ont pas été trop turbulents non plus. Un peu de bruit de vaisselle, mais à part ça. Mais bon, ça fait partie du jeu, je suppose. Et on entendra quelques réactions Oui. de ces casques blancs tout à l'heure dans le JT. Alors, on vient de le dire, la fiscalité écologique, si on peut résumer ça comme ça, recule. Elle est en tout cas suspendue par le gouvernement. Pendant ce temps-là, l'État que vous représentez dans le département prépare le plan de protection de l'atmosphère 2 dans la vallée de l'Arve. Est-ce qu'on peut y voir une forme de contradiction à l'échelle locale ? Pas nécessairement. Certaines des personnes que j'ai reçues cet après-midi se disent tout à fait sensibles au problème de la qualité de l'air, puisqu'ils vivent dans la vallée, et ne sont pas en opposition sur l'écologie. Mais ce qui l'emporte, c'est vraiment leur niveau social, la précarité de leurs ressources, la faiblesse de leurs revenus. Et visiblement, ils attendent des pouvoirs publics en général, du gouvernement en particulier, sans doute des mesures sociales plus fortes. De ce point de vue-là, je ne peux pas leur répondre. Moi, je suis bien sûr tenu par la ligne du gouvernement. Mais par contre, le débat permettra d'alimenter ces attentes plus précises sur des revalorisations ou des redistributions sociales ou des possibilités éventuellement d'augmenter un certain nombre de rétributions. L'écologie, c'est un sujet qui, de toute façon, s'impose aux habitants de la vallée, depuis la haute vallée jusqu'à la basse vallée. C'est pour ça que le plan de protection de l'atmosphère est important. Alors à ce sujet, moi, mon principal message, c'est d'inviter le public à s'exprimer. Oui, il y a l'enquête publique qui démarre lundi prochain, le 10 décembre. C'est exactement ça. Elle est faite pour ça, l'enquête publique. Ce dossier, nous le travaillons depuis 2 ans, en fait. Depuis mon arrivée, ça coïncidait avec l'évaluation du premier plan qui a été faite et du bilan qui a été rendu en juillet 2017 et la mise en révision de ce plan pour aller plus loin. Et donc, dans l'enquête publique qui démarre la semaine prochaine, chaque citoyen, chaque particulier pourra, dans les registres, faire des observations, demander à la commission d'enquête des précisions sur les 30 mesures que nous avons prévues. Le nous étant l'État, mais aussi les associations qui ont participé à l'exercice, les élus, départements, régions et collectivités locales, et les entreprises. Et ceci dans un souci d'équilibre et de globalité. Équilibre entre les mesures réglementaires ou d'incitation financière, globalité parce qu'il faut traiter à la fois l'habitat, les transports, l'agriculture, les déchets, les ressources. Tout est pris en compte dans ce plan qui se veut ambitieux à 5 ans et qui vise à réduire de 30% les particules fines et 25% le dioxyde d'azote. Donc il faut agir à la fois sur l'habitat et sur les transports. Ce qui équivaut à 30% de particules fines, ça permettrait d'éviter près de 45 décès prématurés par an. Oui. Je pense que sur l'enjeu, tout le monde est d'accord. Vous les avez cités, les élus de la vallée de l'Arve. Alors la semaine dernière, ils vous ont fait défaut, disons. Ils étaient invités à la conférence de presse de présentation de l'enquête publique. Ils ne sont pas venus dans un communiqué qu'ils ont envoyé à la presse. Donc il y a toutes les communautés de communes de la vallée. Je les cite. La pleine efficacité du PPA2 est inséparable de l'intégration de l'opération de rénovation des voies entre Annemasse et Le Fayet comme priorité des priorités. Ce n'est pas le cas aujourd'hui dans le PPA2. Pourquoi ? Si, c'est le cas, mais disons que les élus attendent des assurances sans doute supérieures de SNCF Réseau qui modernise la voie, et puis sans doute de l'État pour apporter un appui financier et puis une accélération du calendrier.
Donc ceci est en discussion avec le ministère chargé des Transports, avec le ministère de la Transition écologique. Nous avons des contacts en ce sens et je pense que de toute façon, d'ici la signature du PPA, parce que pour l'instant le PPA est mis à l'enquête publique, il peut encore évoluer, il faudra en effet être plus précis sur la trajectoire et l'horizon de cette affaire pour permettre effectivement un report modal du public qui aujourd'hui prend sa voiture pour aller travailler vers le chemin de fer ou d'autres formes de réponse de transport public moins polluantes que la voiture. Ouais, aujourd'hui, c'est 1% le train dans les déplacements des habitants de la vallée. Alors, les élus rencontrent le ministère de la Transition écologique demain. J'y serai aussi. Vous y serez aussi, donc on aura l'occasion d'en reparler du coup. Parmi donc ce qu'ils demandent, il y a notamment d'ici 2023, parce qu'il y a différents timings, on le sait, il y a le Léman Express qui sera mis en service dans 1 an, donc il va permettre la circulation de 2 trains le matin entre Saint-Gervais et Annemasse. Les élus réclament que dès 2023, 2 trains par heure dans les 2 sens soient mis en circulation. Pour le moment, il n'y a pas cette garantie. Le Léman Express va permettre un gain de temps incontestable. Mais pas plus de trains. Alors, un gain de temps de 2h30, on passera à 1h30 dès 2020. Un train par heure direct sur Annemasse et un train avec arrêt sur La Roche. Voilà ce qui est prévu. Donc c'est bien 2 trains par heure, mais un direct, un avec arrêt sur La Roche-en-Foron. Écoutez, je crois qu'il y a plusieurs questions. La question du calendrier des travaux et des études qui est soumise au ministère des Transports. La question après du financement de la voie. Il s'agit surtout d'automatiser les aiguillages, en fait, qui aujourd'hui sont des blocs manuels. Et quand ceci sera possible? Alors, les études, il faut les démarrer le plus vite possible. Les travaux, moi, je ne sais pas répondre au calendrier de travaux. Les élus réclament 2023 parce que c'est la fin du PPA. Moi, je pensais que 2025-2026, ce serait déjà un gain substantiel par rapport au calendrier initialement proposé par SNCF, qui était beaucoup trop long. Au mois d'octobre dernier, l'autorité environnementale rendait un avis des recommandations sur ce PPA2. Alors parmi ces recommandations, mieux justifier pourquoi des objectifs plus ambitieux comme ceux fixés par l'Organisation mondiale de la santé n'ont pas été retenus pour que la population soit vraiment plus rassurée. Le PPA1, en fait, il n'a pas vraiment permis de rassurer la population. Est-ce que là, on est au maximum de ce qu'il est possible de faire, tout simplement? Je crois que oui, parce que nous allons nous rapprocher des valeurs de l'Organisation mondiale de la santé pour tout ce qui concerne la concentration des niveaux de particules et la baisse du dioxyde d'azote. S'il fallait, pour les émissions, c'est-à-dire les pics, correspondre aux valeurs de l'OMS, pas plus de 3 par an, c'est comme si on arrêtait carrément l'activité de la vallée. Plus personne ne circule, plus personne ne se chauffe, plus personne... Vous voyez bien que c'est irréaliste. Nous sommes vraiment sur un axe très ambitieux, très volontariste, et en même temps réaliste. Et autant sur les concentrations, nous aurons encore des gains et nous tomberons en dessous des valeurs européennes, voire mondiales, autant sur les émissions, nous sommes dans une topographie d'une vallée enclavée qui est très tributaire des inversions de température et des conditions anticycloniques éventuelles, comme on l'a connu pendant l'hiver 2016-2017, où là 35 jours de dépassement. Mais de toute façon, nous ne serons plus à 35 jours de dépassement, nous serons en dessous. Parce que déjà l'année dernière, nous étions en dessous. Mais grâce aux mesures sur la transformation des chaudières au bois en chaudières propres, la possibilité de passer au gaz, la possibilité de faire appel aux énergies nouvelles, la possibilité également de maîtriser l'énergie, c'est-à-dire de rénover l'habitat. Avec toutes ces mesures, l'aspect habitat sera traité convenablement à l'horizon des 3 à 5 ans qui viennent. Pour ce qui concerne l'activité économique, les principaux points noirs, si je puis me permettre, on a besoin d'activité, on a besoin d'entreprises. Et c'est vrai que certaines entreprises sont un peu sous le registre de la réglementation, et donc nous veillerons à ce que cette réglementation aille jusqu'au bout, et donc permette de baisser sensiblement les niveaux d'émissions de polluants. Après, il reste les transports. Alors les transports, c'est vrai qu'il y a les transports internationaux, qui sont de plus en plus propres, au sens donc ça, ce sont les camions. Moderne. Ah oui, les camions. Mais sauf qu'à partir du 1er janvier, les camions antérieurs à 2000 ne passeront plus, ne seront plus autorisés, les fameux Euro 3. Et nous allons maintenant, ça a été décidé la semaine dernière à Rome, dans le cadre de la commission intergouvernementale, donc je l'annoncerai d'ailleurs demain, et, puisque j'y étais à cette commission, et à partir de maintenant, nous allons continuer le travail sur les Euro 4, c'est-à-dire ceux qui sont postérieurs à 2000 et antérieurs à 2006.
pour aller vers une flotte internationale de plus en plus propre. Reste la flotte locale, les flux touristiques. Tout ceci devra être pensé dans des zones à faible émission qu'il va falloir bâtir, puisque la loi le prévoira, et le PPA le prévoit aussi. Si les collectivités locales s'entendent sur ce qu'il faut faire en termes de périmètre de zonage, et possibilité également de réguler le trafic à l'année sous des moyens étudiés. Alors, et il y a différents fonds, hein. Il y a une enveloppe de 18 millions d'euros en tout. Il y a différents fonds en fonction des différents secteurs. Et donc, je rappelle que l'enquête publique débute lundi prochain et que chacun est invité à s'exprimer sur l'État va ce faire sujet. un effort conséquent parce que là 6 où millions d'euros. 6 millions d'euros pour le premier PPA. Sur les 6 millions d'euros, il y a 3,5 pour les remplacements des chaudières. Il y a 2 millions 1 million pour l'industrie. 1 million pour l'habitat. Donc, je pense que là, on fait un effort conséquent, plus l'aide à la mobilité éventuellement et aux initiatives locales. J'insiste sur ce fait-là. Les associations ont été consultées, les associations seront informées, co-responsables de l'exécution de ce plan. Et nous avons même prévu un concours citoyen, possibilité d'appel à projet, pour des initiatives qui pourraient accompagner cet effort de mise aux normes écologiques, par exemple de l'éco-conduite, ou des comportements simples sur les tri, sur les déchets. Enfin bon, des idées qui pourront être éventuellement financées par l'État si besoin est. Des questions courtes, des réponses courtes puisque le temps tourne, on va changer de sujet. Rapidement, le point sur le désenclavement du Chablais. Un avis favorable a été rendu suite à l'enquête publique au mois d'octobre. Là, maintenant, on en est où? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors, il reste un groupe de travail à réunir en janvier avec l'agriculture sur un certain nombre de points d'observation de la commission d'enquête. Mais ce n'est pas un avis défavorable, ce sont des recommandations. Et après, le document va au Conseil d'État, enfin va au ministère chargé des Transports, qui est transmis au Conseil d'État, qui donnera un avis. Le décret sortira avant la fin de l'année, je pense, ou plus tard en janvier 2020, qui permettra l'expropriation, c'est-à-dire décidera de l'utilité publique du projet. Et là, la voie sera ouverte, c'est ce qu'elle veut dire, à la réalisation de ce chantier si attendu. Sur la sécheresse, la situation des cours d'eau et des nappes ne s'est pas améliorée. Pour rappel, il y a plusieurs secteurs en alerte, d'autres en alerte renforcée et même en crise, le Chéran et la Meuneuge. Les mesures se poursuivent avec l'arrivée de l'hiver, de la neige de culture. Est-ce qu'il y a des mesures spécifiques qui vont être prises pour les stations? À ce stade, je ne décide de rien. Je réunis les stations la semaine prochaine. On fera le point justement de l'état de leurs réserves, leur capacité à produire de la neige de culture. Il y a également une conférence départementale de l'eau que je vais conduire avec le président du conseil départemental, où la question justement de créer de nouvelles réserves sera posée. Dans notre esprit, il s'agit de réserves multi-usages. Il faut qu'elles servent à la neige, il faut qu'elles servent à l'alimentation humaine, il faut qu'elles servent aussi à l'alimentation du bétail. L'agriculture et les alpages doivent être également considérés comme prioritaires par rapport à cette répartition de l'eau. Il faut se mettre dans la situation où on pourrait manquer d'eau. D'ailleurs, on a eu une période de sécheresse de 5 mois. Donc nous avons manqué d'eau dans les rivières, dans les nappes. Et il faut faire en sorte que quand l'eau coule, elle soit captée dans ces réserves et puisse servir ainsi à tous ces usages dont je viens de parler. Mais vous pourriez contraindre les stations légalement, vous en avez le droit? À voir. J'aurai réuni les gestionnaires la semaine prochaine. Non, je ne veux pas être dans un registre répressif parce que je crois qu'il faut être dans la co-construction là encore. C'est comme sur le PPA, on ne peut pas imposer aux stations telle ou telle décision. Il faut qu'elles en admettent le bien fondé. Et je pense que c'est vraiment dans le dialogue qu'il faut s'inscrire et c'est en tout cas mon intention. Bon, on viendra faire un tour la semaine prochaine à la préfecture. Très bienvenue, on fera en principe un point à l'issue. Tout à fait. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. Merci interviewé. Bonne soirée. Merci, bonne pour soirée. Vous et vos auditeurs. Merci bien. Au revoir. On va passer maintenant à une initiative avec ma prochaine invitée. C'est notre virgule initiative. Karina Delpierre, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez cofondé les Petits Radis. L'idée, c'est d'inciter les familles à jardiner un petit peu tous les mois, ensemble, initier les plus jeunes à la culture des fruits et légumes. Comment est née l'idée? Vous êtes deux déjà? Tout à fait. On est deux, donc avec mon associé Arnaud Lemay. En fait, on est parti du constat qui était dans une étude de l'ASEF, l'Association Santé Environnement France, donc du constat que 25% des enfants ne savent pas que la frite vient de la pomme de terre. Chiffre assez hallucinant. Oui, et en fait, si on creuse un peu l'étude, 85% des enfants ne savent pas reconnaître une betterave. Et j'ai fait un salon la semaine dernière et clairement, j'avais un poireau devant 5 enfants. Ils ne savaient pas me dire que c'était un poireau. Donc on voit bien que dans certains endroits, alors c'est pas partout,
dans certains endroits, l'assiette des enfants est assez déconnectée de la terre. Et donc nous, notre mission, c'est de reconnecter les enfants à la terre et de leur montrer un peu la magie des légumes qui poussent pour qu'ils comprennent d'où viennent la nourriture qu'ils ont dans leur assiette. Alors, vous n'êtes pas venu les mains vides. Comment ça marche? En fait, les petits radis, alors il y a plusieurs choses, on va en reparler, mais le cœur des petits radis, c'est ça, c'est cette boîte, le kit qui pousse. Voilà. Alors ça, c'est le kit qui donc pousse ça, c'est ce qu'on peut recevoir à la maison tous les mois. Exactement. Alors ça, c'est le kit qui pousse découverte. Ah oui, donc c'est un ça, peu c'est le numéro 1 avec un peu de matériel pour pouvoir démarrer au potager. Oui. Et après, on a créé un kit qui pousse qui est sous forme d'abonnement. Qui est en fait un rendez-vous mensuel pour les enfants au potager et au jardin, parce que l'idée c'est de leur proposer des activités qui vont de la terre et de cultiver jusqu'à l'assiette et donc pour cuisiner. Et chaque mois, les enfants ils reçoivent des petits plants, des graines, des fiches pédagogiques et une surprise pour faire une activité en lien avec la nature. En fait. Donc dans la boîte, on va par exemple trouver là ce petit outil donc, dont je ne me risquerai pas de donner un nom parce que j'ai peur de dire un petit transplantoir. Voilà, un transplantoir. Donc on trouve aussi des graines. Des petites graines. Et alors l'idée aussi, c'est vraiment de créer un univers assez ludique pour les enfants et de leur donner vraiment envie de s'occuper de leur potager. Donc par exemple, là, ils vont cultiver Enrico le haricot ou Régine la capucine. Et pour la petite anecdote, la première année, quand on a lancé le kit qui pousse et les petits radis, un des enfants, un des petits radis, parce qu'on les appelle comme ça, est parti en vacances avec sa courgette qui s'appelait Huguette et du coup qui ne voulait pas laisser toute seule à la maison. Donc ça crée un lien vraiment entre le légume et la plante et l'enfant. Est-ce que les parents doivent savoir jardiner? Alors là, l'idée, c'est vraiment d'amener pas à pas au potager. Et donc, comme on s'est bien rendu compte qu'on ne savait pas toujours par où commencer, donc en fait, chaque mois, on leur envoie les plants, les graines, et ils plantent directement en fait, ce qu'ils envoient. Donc il n'y a pas besoin de savoir jardiner. Et justement, nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment mâcher le travail pour faciliter aux parents cette transmission en fait, à leurs enfants. Pourquoi passer par le potager, les fruits et légumes pour reconnecter les enfants à la nature, disons? C'est un bon vecteur? Déjà, il y a en fait, derrière le potager et la nature et faire pousser des légumes, il y a plein de choses. Déjà, il y a la magie de voir une tomate qui arrive à partir d'une graine ou d'un petit plant. Il y a des notions de patience, il y a des notions de prendre soin aussi de la terre. Et en fait, on va aussi leur montrer qu'il y a des éléments dans le jardin qui sont importants pour la plante. Donc, par exemple, à observer les insectes et l'importance des coccinelles, des insectes pollinisateurs. On a créé un autre kit qui permet de fabriquer un petit nichoir aussi pour attirer les oiseaux au jardin. Et donc, en fait, de mettre les mains dans la terre et d'avoir ce premier contact, en fait, ça amène les enfants facilement dans la nature. Donc, on s'est dit que c'était un bon premier pas pour pouvoir aller dehors et comprendre d'autres choses qui sont en lien avec la nature. Alors ça peut se faire en famille, ça peut se faire aussi à l'école. Vous proposez aussi des kits pour les écoles. Pourquoi aussi à destination des écoles? Alors il y a plusieurs raisons. En fait, on s'est rendu compte que si on voulait être accessible à un grand nombre d'enfants, il fallait aussi proposer une solution dans des endroits où vous pouvez avoir un grand nombre d'enfants et pas que des enfants qui étaient capables d'acheter le produit pour la maison, parce que forcément, ça a un coût. Le coût, d'ailleurs, on ne l'a pas dit. On est à partir de 12,90 € par mois, plus les frais de livraison. Et à l'école, on est à 16 €, frais de port compris, pour un kit que la classe reçoit chaque mois. Et donc, ça permet aux enfants, en fait, à tous les enfants, de façon collective, de faire pousser leur potager. Et aussi de donner des clés à des instituteurs qui souhaitent amener cette pédagogie à l'école. Donc, pédagogie au potager et aussi à la nature. Et qui souhaitent, du coup, intégrer ça dans leur programme scolaire, alors, même s'ils ne savent pas toujours vraiment comment faire. Et puis aussi des tutos, là on a vu passer un petit peu des images, hein, il y a pas mal d'infos sur le site. Depuis que ça a commencé, cette aventure-là, comment ça se passe? Est-ce que l'étape d'après, elle est où? Alors du coup, il faut savoir qu'on a été super aidés parce qu'on a commencé on a été accompagné par Leroy Merlin et le groupe ADO, donc pour lancer. Et donc ça fait 1 an que notre entreprise est vraiment créée pour de vrai. Et là, on est un peu dans une phase, on a testé nos produits, marche bien, on a quand même un certain nombre de clients, on a des clients qui se réabonnent, donc c'est assez positif dans l'expérience. Maintenant, c'est comment nous, on grandit et on réunit d'autres personnes autour de nous pour accélérer un peu le projet.
le rendre plus visible. En fait, on a besoin d'aide pour en parler autour de nous, que les parents montrent aux autres aussi que c'est un produit qui marche et qui amuse les enfants, pour qu'on puisse en vivre nous aussi. Voilà, de vraiment bien. Donc les prochaines étapes, c'est vraiment essayer d'accélérer, de faire grandir le projet un maximum. On peut s'abonner partout en France? Oui, c'est sur toute la France, la Belgique et le Luxembourg. Et voilà, pour les écoles et pour les particuliers. Et c'est bientôt Noël, donc une idée de cadeau. Super, oui, tout à fait. Merci d'être venu Merci sur à le vous. plateau. Merci bien. J'accueille maintenant Camille qui exceptionnellement va nous proposer un agenda du mercredi. Qu'est-ce qu'on fait ce week-end, comme on dit? Et on va être solidaire ce week-end, Camille. Eh bien oui, parce que voilà, on ne le présente plus, Fanette, chaque année en décembre, c'est le Téléthon qui rassemble plus de 5 millions de Français et 200 000 bénévoles. Un élan populaire unique depuis sa création en 1987 pour s'unir contre les maladies génétiques neuromusculaires, mais aussi contre les maladies génétiques rares. En Savoie et Haute-Savoie, il y aura ce week-end énormément d'événements. J'en ai vu plus de 300 juste en Haute-Savoie, donc voilà, j'ai vraiment fait une grosse sélection. Voilà, donc des animations pour tous les goûts, allant des manifestations sportives comme le renforcement musculaire organisé par Albertville ou encore le cross de l'EPSM. Vous pouvez d'ailleurs vous y inscrire, j'ai mis le lien sur le visuel, donc ch-epsm74.org. Il y aura également des manifestations culturelles avec la soirée Big Band vendredi à Aix-les-Bains. Une braderie, des ventes de pain à Chambéry, des initiations au tennis à Crangébrier ou encore des balades à cheval à Thônes. Bref, vous trouverez forcément quelque chose qui vous plaira parmi tout ça. Si vous préférez tout simplement faire un don en ligne, vous avez la possibilité de le faire sur afm-téléthon.fr. Et pour info, en 2017, ce sont 89 189 384 € qui ont été récoltés. Donc c'est déjà pas mal. Et puis on va parler ensuite égalité homme-femme. Oui, alors un sujet qui te tient à cœur, Fanette, je le sais. Donc la MJC de Chamonix s'engage contre les inégalités et les discriminations faites aux femmes. Au programme de cet événement qui se déroule sur plusieurs jours du 3 au 8 décembre, conférences, théâtres, concerts, projections et actions de médiation. Parmi ceux que j'ai sélectionnés ce mercredi soir, vous pouvez découvrir le film We Want Sex Equality à 20h à la salle du Bicentenaire. Et vendredi à 20h30, une pièce de théâtre qui explore le déséquilibre des rapports entre les hommes et les femmes. Mais il y a évidemment d'autres temps forts que vous pouvez retrouver sur le site mjcchamonix.org. Et puis on passe à l'affiche de l'année. L'affiche de l'année. Un petit coucou à la SPA de Chambéry qui vient, je le rappelle, une fois tous les 2 mois sur ce même plateau pour nous présenter les chiens, chats et autres bêtes à poil qu'on peut adopter. Et bien voilà, ils organisent ce dimanche 9 décembre de 10h à 17h leur journée porte ouverte de Noël. Vin chaud et petits marchés de Noël seront au rendez-vous. Une nouvelle occasion d'aller faire un tour si vous cherchez à adopter un nouveau compagnon pour votre famille. Attention, j'en profite pour le rappeler, les animaux ne sont pas des jouets, même si Noël approche et qu'on peut être tenté. L'adoption nécessite une vraie réflexion et demande du temps et des soins. Donc si le cœur y est, on espère que vous trouverez un protégé à chouchouter. Sinon, vous pouvez tout simplement voir le petit marché de Noël et faire soutenir la SPA en achetant des petites choses là-bas. Pour les intéresser, rendez-vous donc à la SPA de Savoie, 744 rue de Montagny à Chambéry. Un peu de sport ensuite. Voilà, forcément. Je n'ai pas pu m'empêcher. Que m'empêcher. sera un agenda de Camille sans une petite course. Une idée de sortie pour ce week-end avec la Grande Enchambée. Dans le cadre du Festival international des métiers de montagne, c'est une marche nordique qui est organisée ce samedi 8 décembre à 17h30 à la place de la brigade de Savoie à Chambéry. 2 parcours, 3 km et 6 km avec des accompagnateurs en montagne pour un tour de la ville en marchant à la lueur des frontales. Les 2 parcours se rejoindront pour une arrivée en plein cœur du marché de Noël pour un peu plus de convivialité. C'est gratuit, mais l'inscription est obligatoire et se fait par mail. Pareil, j'ai mis les coordonnées, donc m.marchal@mairie-chambéry.fr ou au numéro de téléphone 04 79 60 21 51. Ensuite, la saison approche à grands pas. Mais oui, alors il n'y a pas que la course à pied. Voilà, en ce mois de décembre, on va plutôt aller vers les stations. Donc ce samedi 8 décembre, Courchevel ouvre ses portes et pour cette grande journée d'ouverture, la station se plie en 4 pour les enfants. Si vous avez des enfants de moins de 13 ans, eh bien sachez qu'ils pourront bénéficier d'un forfait gratuit. La location de matériel également, les menus enfants, les cours de ski à partir de la 2e étoile, l'aquamotion et même la découverte des motoneiges enfants. Bref, si vous avez moins de 13 ans, vous êtes le roi du monde pour cette journée. Et même si le palier des 13 ans est franchi et peut-être depuis longtemps, eh bien la patinoire sera gratuite pour tout le monde de 14h à 18h le samedi. Donc si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site courchevel.com ou joindre l'office de tourisme. Et puis la magie de Noël.
Voilà, on approche un peu plus de Noël Voilà. chaque jour. Je fais le décompte, Fanette, avec impatience. Une petite sélection de marchés qui s'installe peu à peu. En Savoie, vous pourrez découvrir entre autres celui de Saint-Jean-de-Maurienne, Ugine et Saint-Genis-sur-Guiers. Et en Haute-Savoie, les chalets prendront place à Choisy, Annemasse, Morzine ou encore Vieux-en-Sala. Il y en a évidemment plein d'autres et vous pouvez les retrouver sur le site noël.org. On n'a pas expliqué pourquoi tu faisais ton agenda aujourd'hui. Parce Oui, que alors vendredi, Parce que vendredi, on a un accès direct spécial à Val d'Isère pour le critérium de la première neige. Donc voilà, je ne pourrai pas vous dire tous mes bons plans, donc je le fais donc aujourd'hui. rendez-vous est pris. Et c'est Manu et Seb qui iront à Val d'Isère pour nous faire vivre ça en direct. Exactement. Merci beaucoup Camille. Mais de rien, Fanette. On passe au petit rappel des titres avec Clémence et on va passer les frontaliers à la loupe ce soir dans le JT. Absolument, avec la deuxième édition ce matin de l'Observatoire des frontaliers, ils sont 93 000 à faire le va-et-vient tous les jours pour se rendre travailler en Suisse. Et donc une petite étude a été mise en place pour étudier un petit peu leur comportement et leurs habitudes. Et une formation atypique. Une formation atypique au lycée professionnel Germain Sommeillé à Annecy. La première classe a débuté à la rentrée du coup 2018. Il s'agit d'articles de sport et de vêtements outdoor. Une formation un petit peu particulière. Et c'est tout de suite dans le JT. Restez avec nous. Merci Clémence, à tout de suite.